Alors, bonjour et bienvenue à tous et merci beaucoup donc, de nous accompagner pour cette session donc, sur un Cloud Data Warehouse d'aujourd'hui et de demain. Alors, je m'appelle Elisabeth Finek et je représente la Business Unit Data et Analytics de BFP Suisse. Et je voudrais également vous présenter mon collègue Jean-Charles Coutier, qui est consultant donc, dans cette même équipe et qui est spécialiste sur les sujets autour de la business intelligence et du machine learning. Donc pour cette session, je vais commencer par présenter brièvement l'équipe et ensuite donc, donner la main à Jean-Charles qui va donc, tout d'abord présenter un use case pour un Cloud Data Warehouse et ensuite va vous donner un aperçu d'un exemple concret de Cloud Data Warehouse, à savoir Azure Synapse Analytics. Il va finir par une brève démo de cette technologie, donc il n'y aura pas assez de temps pour aller en détail, mais l'idée c'est vraiment de donner un aperçu avant donc pour conclure donc, de répondre à toutes vos questions. Alors, commençons par un aperçu donc, de Beckley et spécifiquement la Business Unit Data et Analytics. Donc, Beckley Suisse SA fait partie du groupe IT Beckley, qui a son siège principal en Allemagne et qui compte plus de 12 000 collaborateurs. En Suisse romande, nous sommes actuellement à peu près 250 collaborateurs et nous accompagnons nos clients dans divers projets IT. Donc, vraiment, ça va de l'infrastructure jusqu'aux applications métiers et donc aussi à la gestion des données et l'analytique. Donc, dans cette Business Unit Data et Analytics, donc, nous réalisons des projets de BI, de Business Intelligence, de Machine Learning, etc. Donc, tous les domaines qui touchent un peu à la gestion de la donnée. Chez nos clients, qui sont aussi bien dans le secteur enterprise, PME ou public, et ce depuis plus de 15 ans. Et bien sûr, toujours en étroite collaboration avec nos partenaires et les éditeurs. Et donc, pour cette session d'aujourd'hui, à noter concrètement Microsoft, qui provide donc la solution Azure Synapse Analytics. Donc l'équipe intervient vraiment dans toutes les phases du cycle de valorisation de la donnée. Donc ça commence dans le travail sur les données sources, l'intégration des différentes sources, le stockage dans un format et aussi une architecture appropriée au use case et à la nature des données. Et ça va bien sûr jusqu'à l'analyse proprement dite. Donc par exemple, de plus en plus avec des méthodes de machine learning, et aussi la visualisation des données, donc pour les utilisateurs et décideurs finaux qui vont s'en servir pour prendre des décisions, piloter, etc. Donc bref, pour gagner un avantage compétitif et pouvoir être proactif au lieu de juste réagir à des événements. Donc sur ces différentes briques, nous ne faisons pas seulement les implémentations purement techniques, mais on intervient aussi sur des questions notamment autour de la gouvernance, de l'architecture, l'analyse, etc. Donc au niveau stratégique aussi bien qu'opérationnel. Et à noter qu'on a aussi une forte expérience et expertise dans le domaine des formations, donc qu'elles soient standardisées ou customisées pour certains use cases et des environnements clients spécifiques, donc sur diverses technologies et outils, donc toujours bien sûr autour de l'analytique. Voilà, je passe maintenant la main à Jean-Charles pour vraiment plonger dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Merci Elisabeth. Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter un use case typique pour un data warehouse sur le cloud, suivi d'une démo concrète des fonctionnalités d'un data warehouse cloud. Alors, pour le use case, j'ai choisi un use case sur lequel je travaille actuellement dans un projet dans le domaine du retail et qui est applicable à plusieurs secteurs. L'objectif de ce use case est d'obtenir justement une meilleure connaissance de sa base client pour ainsi mieux cibler les campagnes marketing. Alors, nous avons en entrée plusieurs sources de données, comme vous pouvez le voir ici, on a du CRM, par exemple du Salesforce ou Navision ou autre chose, des sources web et également des fichiers, bon, ça peut être des fichiers CSV, ça peut être d'autres types de fichiers relatifs aux clients. Ces sources sont souvent silotées et la première étape consiste à intégrer les données pour les exploiter ensemble. On parle souvent justement d'un single source of truth pour les données d'une entreprise ou justement dans le data warehouse. Donc, on voit ici, voilà. Donc les données clients sont là. Bien sûr, pour juste intégrer les données n'apporte pas spécialement une grande valeur.
Pour cela, il faut les analyser. On retrouve de plus en plus deux types d'analyses différentes. D'une part, on a le reporting, je dirais, classique d'entreprise, qui consiste à analyser les données passées, et d'autre part, les analyses prédictives, qui exploitent justement les données du passé pour anticiper le futur. Donc, avec ça, nous allons voir que ces deux types d'analyses, justement, requièrent des solutions différentes. Enfin, tout cela dans une optique, je dirais, d'optimisation dans notre use case concrètement, de développer le business avec les nouveaux clients et de tout mettre en œuvre pour garder les clients existants en ciblant les campagnes marketing et en faisant des recommandations. Donc voilà, nous avons voilà, les composants du cloud. Pourquoi implémenter c'est un use case dans le cloud? Le cloud présente plusieurs avantages. D'une part, on n'a pas de coût de matériel en amont. On peut donc démarrer rapidement, je dirais, un proof of concept. Le volume de données aussi n'est pas forcément connu ou pas très bien connu, et on peut avoir une forte croissance aussi. Et les ressources cloud, justement, peuvent être adaptées selon les volumes et bien sûr selon l'utilisation du système. Les services requis, je dirais l'intégration, les bases de données, framework, machine learning, bon, on verra ça plus tard, les outils de visualisation sont présents out of the box, je dirais dans le cloud, et n'attendent juste, en gros, on a juste à les configurer, à les setup, et on peut démarrer. On a aussi également des services et des méthodes pour assurer la gouvernance de ces données et des processus, ainsi que la sécurité des données. Voilà, donc là, on a le Cloud Data Warehouse qui est traditionnellement dans les différentes briques d'un data warehouse. On a tout ce qui est l'ingestion de données, dans le processus ETL qu'on a à gauche. Tout ce qui est reporting d'entreprise, on a à droite, on verra juste après. Tout ce qui est le reporting avec la création de rapports sur les données structurées. On a au centre, on a tout ce qui est la brique data science, qui permet justement l'exploration de données de façon plus ad hoc, et surtout l'exploration de toutes les données, pas seulement des données structurées, puisqu'on voit ici que c'est connecté au data lake, donc ça peut être aussi même des vidéos, tout ce qui est audio, tout ce qui est non structuré. Bon, tous ces briques justement interagissent avec un stockage sous-jacent appelé data lake, et on va voir qui est toutes ces briques sont remplacées, je dirais, par Synapse. Donc la plus-value de Synapse Analytics, c'est que ces trois grandes briques sont sous une seule et même ressource cloud, donc Synapse, et elles sont accessibles depuis une seule interface commune. Ça permet aux utilisateurs business ainsi qu'aux data scientists, aux développeurs d'accéder aux mêmes données, chacun avec leurs outils favoris. Donc, on peut avoir de tout ce qui est SQL, des Jupyter Notebook, etc. Tous les outils de reporting et visualisation comme Power BI pour les utilisateurs un peu plus business. Comme on dit, tout ce qui est machine learning pour les data scientists. Voilà, donc on a tout ça qui est intégré dans Synapse. Après, nous avons les différents systèmes analytiques. En d'autres mots, c'est plus, comme je dirais, Synapse Analytics réunit deux mondes, celui du data warehouse entreprise avec des données structurées, et celui du big data avec toutes sortes de types de données. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, on peut prendre des vidéos, tout ce qui est audio, des données un peu moins structurées. Et ça, tout ça dans un même service qui est Synapse Analytics. Donc, après, nous avons tous les composants de Synapse. Donc, avant de vous montrer la démo, on peut résumer les différents composants qu'on peut y trouver. Donc, on a Azure Synapse Studio, qui est justement l'interface qui permet de gérer les flux de données dans Synapse, et ainsi que faire le monitoring et la sécurité aussi. On a le cœur de Synapse qui est plus orienté SQL, SQL Pool avec le Data Warehouse relationnel, la Spark Pool qui permet de faire des analyses ad hoc de toutes sortes de données. On a aussi bien entendu le Data Lake qui a déjà été mentionné auparavant.
Et sur la droite, nous pouvons effectivement voir que Power BI est aussi une partie qui est intégrée à Synapse. On peut y accéder sans souci par la même interface. Bon, au final, on a d'autres ressources Azure, comme par exemple le Machine Learning Studio, qui peuvent interagir très facilement, je dirais, qui est intégré dans Synapse Studio d'une certaine manière. On peut très facilement y accéder pour utiliser certains outils et déployer des modèles. Donc, alors, pour la suite, nous avons tout ce qui est le concept de l'adaptation au workload. Alors, comme il s'agit d'une ressource cloud, Synapse est hautement flexible et peut être adapté en fonction des besoins qui peuvent varier au cours du temps, en fonction du volume de données qui peuvent également varier. Aussi, le moteur de calcul étant séparé du stockage, nous pouvons, nous avons la possibilité de mettre en pause ce moteur de calcul qui permet justement d'avoir une meilleure gestion des coûts. Nous allons maintenant passer à la démo de Azure Synapse Analytics. On va le voir brièvement. Nous allons voir sur ce diagramme les différents composants d'Azure Synapse Analytics. Alors, ce diagramme contient plus que nécessaire, mais nous allons uniquement nous concentrer sur la partie Synapse et ses composants. Donc, nous pouvons voir que dans le 4, on a le Data Lake. Le Data Lake qui est créé en même temps justement que la création de la ressource Synapse. Nous avons le cluster Spark, Apache Spark, qui, nous le verrons, sert à effectuer justement du traitement sur des importantes quantités de données, ou encore du machine learning. Nous avons la Data Factory qui est juste en dessous, qui est appelée Pipelines dans Synapse, et qui correspond à l'ETL de drag and drop de Microsoft. Cet outil reste similaire à la solution SSIS On-Prem. Aussi très important, nous avons Power BI qui est disponible dans Synapse. C'est un subset des fonctionnalités de Power BI, mais c'est intégré à Synapse. Et enfin, dans Synapse, de base, nous avons une built-in serverless pool, que nous verrons par la suite, bien entendu. Et aussi qu'on peut créer des SQL pools dédiés pour héberger nos données SQL. Voilà, donc on va aller rapidement sur la démo. Voilà, dans l'interface Synapse se résume en quelques points. Tout d'abord, on a la page d'accueil, là où on est actuellement. On pourra trouver les quick links ici présents, qui serviront justement à faire des scripts SQL par exemple, ainsi que des liens vers la documentation Microsoft si vous voulez en apprendre plus sur Synapse. À gauche, on contient les grandes sections de Synapse qu'on va explorer. La partie data englobera tout ce qui sera SQL Pool et les data lakes et les datasets que vous allez créer. La partie Develop concernera les scripts SQL, les notebooks Jupyter, ainsi que les rapports Power BI. Integrate représente bien évidemment l'ETL drag and drop de Microsoft. Monitor servira bien sûr à monitorer les pools SQL, les clusters Apache Spark, les queries ainsi que les jobs, des pipelines qui peuvent tourner et s'exécuter automatiquement. Voilà, et du coup, nous avons la partie Manage, qui est un peu le backbone de Synapse, servira à créer les différentes ressources, les manager et aussi les sécuriser. Donc on va juste aller voir les partie par partie. La partie Manage, donc on a plusieurs parties, dont SQL Pool. Donc il existe deux catégories de SQL Pool. Celle qui est provide par défaut quand on crée une ressource Synapse, c'est la built-in, qui sert à faire des requêtes sur votre data lake. Par exemple, si vous avez des fichiers Parquet ou CSV, vous pouvez directement utiliser le built-in pour faire des queries très simplement sur votre data lake. Et la partie SQL Pool dédiée qui sert à stocker les données, faire des queries dans votre base de données. Donc on va voir ça. La version dédiée est scalable linéairement en quelques clics. On peut voir qu'on peut directement la scaler dans cette interface. Dépendant de votre besoin, si c'est pour un POC, vous pouvez mettre une performance un peu moins élevée. Si vous devez charger 1 TB de données, possiblement pendant un certain temps, vous pouvez l'augmenter juste pour effectuer le chargement et puis
la scale down juste après dès que c'est terminé. Voilà, donc l'intérêt de cette pool, c'est que le compute et le storage de la pool dédiée sont séparés. C'est-à-dire que si vous savez quels sont vos besoins, par exemple, si votre pool, si vous savez que vous n'avez pas de job ou ça ne tourne pas toute la nuit, par exemple, vous avez des jobs SQL qui tournent pas toute la nuit, ou si vous, par exemple, le week-end, vous en servez pas, vous pouvez toujours très simplement la mettre en pause. Donc vous avez toujours l'option de la mettre en pause. Ça permet une meilleure gestion des coûts. Il faut savoir que le storage est séparé, le storage est persistant, il ne sera pas perdu quand vous allez resume la SQL pool. Voilà, pour la SQL pool. Tout ce qui est Apache Spark Pool. Les pools Spark peuvent être créés en quelques clics, hein, très simplement. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options. Celle-ci, on peut voir qu'on a une option ici présente normalement d'auto-posing, voilà, une fonction d'auto-posing. C'est-à-dire qu'après un temps imparti, si il n'y a rien qui est exécuté sur le cluster, automatiquement après, là actuellement c'est 15 minutes, après ces 15 minutes-là, le cluster va automatiquement s'éteindre. Ça permet encore justement de gérer les coûts. Dans la partie des paramètres basiques, on peut voir qu'on a l'autoscale aussi dépendant de la charge. Donc, encore une fois, dépendant de si vous savez que vous avez une grosse charge ou pas, vous pouvez toujours changer la taille des nodes. Mais en principe, vous pouvez autoscale dépendant de la charge. Il va se scale jusqu'à le nombre maximum de nodes que vous avez défini. Voilà, ça reste encore une fois très flexible. Les clusters Apache Spark peuvent servir à faire des transformations sur les données, tout ce qui est big data ou encore du machine learning, ça reste assez flexible. Tout ce qui est link service. Les link services sont une partie très importante de Synapse, puisque c'est à cet endroit que vous allez créer justement les différentes sources et destinations que vous allez par la suite utiliser, par exemple dans Integrate, dans les pipelines. Et aussi, on va voir que c'est très simple de les créer. Vous avez une liste de connecteurs, une liste de connecteurs qui s'agrandit assez fréquemment, puisque Microsoft crée ces connecteurs, les met en preview, puis après les met en global availability. Ils sont testés et approuvés par Microsoft, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça s'agrandit assez fréquemment. Donc pour ça, si vous l'avez pas forcément, si vous avez un outil où vous n'avez pas forcément le connecteur, possiblement dans les génériques protocoles, vous allez trouver ce qui va vous permettre de faire le lien. Donc une fois, il y a encore beaucoup de connecteurs, ça s'agrandit continuellement. Donc voilà. Les triggers. Pour faire bref, les triggers, ça correspond à des tâches planifiées ou encore des jobs sur, si vous avez un SQL Server on-prem, ça correspond au même principe. Il y a quelques fonctionnalités en plus. Par exemple, si on prend un nouveau trigger, on peut voir que dans le type, on n'a pas que les schedules, mais on a aussi les tumbling windows et les storage events. Donc si on prend un storage event, on a envie d'aller sur notre data lake, de dire par exemple quand un blob est créé sur ce conteneur-là ou quand un blob est delete sur ce conteneur-là, on pourra lancer justement une certaine pipeline. Ça pourrait être encore très utile, ça reste très flexible. Ils améliorent continuellement encore les fonctionnalités des triggers. Ensuite, nous avons Integration Runtime. Alors, par exemple, si vous avez, il y a beaucoup de chances que vous ayez en tout cas des data on-prem. Et les on-prem, Synapse ne peut pas y accéder directement, ce qui est logique. Ce qui existe, les integration runtime, vous avez les self-host, les Azure on verra juste après. Les self-host permettent justement de faire le pont. C'est quelque chose, c'est un petit soft que vous installez sur un de vos serveurs on-prem, et ça permet justement de faire le lien entre Azure, entre Synapse et votre infra local. Et justement, c'est pour rapatrier les données, pour écrire chez vous aussi. Donc ça c'est très très utile. C'est un pont qui est extrêmement simple à faire. Donc voilà, ça reste encore une fois quelque chose à connaître. Après, tous les process qui sont faits dans le cloud, on a toujours l'Azure Integration Runtime qui est disponible par défaut de toute façon. Donc tout ce qui sera lancé par défaut dans Integrate,
utilisera automatiquement celle-là par défaut. Voilà, donc après nous avons tout ce qui est access control, donc pour le coup la sécurité est extrêmement, je dirais, éprouvée. Elle est basée sur l'Active Directory, l'Azure Active Directory, et peut être configurée de manière assez granulaire. Donc, pour le voir, par exemple, on va dire si vous êtes si vous avez un data scientist dans votre équipe, il n'aura possiblement pas l'utilité de tout ce qui est la partie data engineer, donc la partie integrate, mais il va probablement utiliser le côté cluster Spark, donc on va le mettre dans le compute operator qui permet justement de lancer des jobs notebook sur Spark. Voilà, ça reste encore assez granulaire, donc il y a vraiment beaucoup de rôles qui sont disponibles, qui sont encore en preview. Les rôles vont continuer à s'agrandir. Voilà, donc ça permet justement d'avoir une sécurité granulaire et de paramétrer les accès dans Synapse. Donc voilà, là on voit que les users sont définis de manière nommée, mais on peut toujours mettre des groupes, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas un souci, c'est assez flexible. Tout ce qui est Git, une partie très importante, je vais en sauter quelques-uns, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais la partie Git, c'est très important pour tout ce qui est industrialisation. Donc ici, très simplement, on peut configurer justement un repository Git, on peut avoir du Git ou de l'Azure DevOps, du GitHub ou de l'Azure DevOps. Ça permet justement de stocker nos révisions et ainsi que de déployer entre différents environnements assez simplement via l'interface DevOps qui est disponible sur Azure aussi. Voilà, donc ça permet de faire le lien entre plusieurs environnements et de rollback si nécessaire. Voilà en ce qui concerne la partie manage. Donc on va juste sauter sur integrate, la partie, je dirais, la pipeline. Voilà, ça s'appelle pipeline. Du coup, c'est tout ce qui est pipeline ETL Microsoft sur Synapse. Normalement, il y a la partie standalone. Vous pourrez trouver la partie standalone dans Azure qui s'appelle Data Factory. Dans Synapse, elle s'appelle Pipelines. C'est pour ça que vous voyez le nom ici, ça s'appelle Pipelines. C'est l'hôtel Microsoft, littéralement. Et c'est très très user-friendly. Donc on va le voir, c'est littéralement du drag and drop. On peut drag and drop les différents outils. Donc en général, dépendant de ce que vous avez besoin, bien sûr, on peut run des store proc sur Synapse. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est très très user-friendly, c'est une drag and drop. Il y a beaucoup d'utilités là en plein, on voit que c'est du successful, mais on peut avoir du contrôle, je dirais, sur la complétion des tasks. On peut avoir tout ce qui est failure, complétion et skip. Donc ça permet d'avoir une granularité sur l'activité, sur le flow de données. Voilà, donc on peut exécuter, on a une panoplie d'outils assez conséquente, on a tout ce qui est itération for each, etc. Donc c'est la même chose, vous allez trouver les mêmes outils que vous pourriez trouver dans SSIS, mais c'est dans Azure. Voilà, c'est la petite nuance. Possiblement, vous aurez plus de choses, par exemple l'Axa Databricks que vous n'avez pas dans SSIS, tout ce qui est Data Lake, possiblement vous ne l'avez pas non plus. Mais c'est dans le même principe, c'est une drag and drop. Et puis aussi, très important, tout à l'heure on a vu tous les triggers. Là par exemple, un trigger est affecté à cette pipeline là, donc c'est celle-là. Donc vous voyez que ce trigger là, c'est un trigger qui est lancé tous les dimanches et les mardis à 1h du matin. Donc voilà, donc cette pipeline là va se lancer toute seule tous les dimanches et les mardis. Alors, vous pouvez toujours affecter les triggers très simplement sur les pipelines. Ça prend quelques clics, c'est très très, je dirais, Synapse offre une flexibilité qui est assez sympathique, je dirais, dans l'ensemble. Ensuite, nous avons la partie Develop. Develop, c'est très simplement, ici on va pouvoir écrire des scripts SQL, les sauvegarder. Donc si vous allez toujours les retrouver par la suite. C'est comme, je dirais, comme vous le feriez dans SSMS ou dans ToadSQL ou autre. C'est exactement la même chose. Tout ce qui est notebook Python, ça c'est attaché justement au cluster Spark. Donc les langages, on a les langages par défaut, tout ce qui est Python, Scala, du C# et du Spark SQL.
Euh, voilà, donc ça c'est pour les heavy workload, tout ce qui est machine learning ou big data encore. Et enfin, la partie assez intéressante, puisqu'on va pouvoir retrouver la partie data viz juste directement dans la même interface que Synapse. Donc vous voyez que là, on a directement là, une interface assez restreinte, mais encore une fois, on peut faire des reports très simplement, on peut les déployer très rapidement sur Power BI. Voilà, donc ça reste très très utile à avoir. Et voilà, ça reste encore un subset de fonctionnalités de Power BI. On n'a pas toutes les fonctionnalités, mais on a les choses assez simples. Aussi, nous avons la partie data. Donc les data, ça correspond très simplement à votre pool dédié, votre SQL pool dédié au data warehouse. Donc ici on a un data warehouse basique sur AdventureWorks. Donc vous voyez qu'on a tout ce qui est table, view, tout ce qui est programmabilité. Donc on a les storeproc ici. Voilà, donc ça reste très très standard. Tout ce qui est linked, link correspond justement à votre data lake. Et on aura aussi les integration datasets qui permettent justement d'utiliser, de les utiliser dans les pipelines. Donc si on part ici, on peut toujours regarder un fichier, on peut toujours faire un nouveau SQL script, un bulk load, etc. Donc ça c'est très très interactif dans une seule interface. Et voilà, ça reste très user-friendly. La partie monitoring est très très courte. Pour faire simple, c'est là où vous allez monitorer tout ce qui va run, tout ce qui va s'exécuter sur votre Synapse, les pipelines, les triggers, ça va être les skills qui vont tourner, les integration runtime, les requêtes SQL qui vont avoir été effectuées, tout ce qui est data flow debug, les clusters Spark, les notebooks qui vont être en train d'être exécutés sur votre cluster, etc. Voilà, ça reste un monitoring très standard, très très poussé dans certains cas. Donc vous allez avoir pas mal de détails. Voilà, donc ça conclut en tout cas la partie démo Synapse. C'était très court, très condensé. Donc il y aura une partie questions juste après, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Aussi, le 22 juin, nous organisons une nouvelle édition de l'IT Forum qui sera placée sous le thème de la chance. Une édition qui sera 100% virtuelle, 100% live et aussi 100% suisse. Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez toujours vous inscrire, il n'y a aucun souci. Pour plus d'informations, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir sur notre site internet ainsi que sur la page LinkedIn de Bechley. Voilà, merci de nous avoir écoutés et maintenant, place aux questions. Alors, merci beaucoup, Jean-Charles. Donc, on va passer aux questions. Donc, je vois une première question dans le chat. Donc, qui dit, pour les systèmes de gestion de bases de données, est-ce que vous pensez que de nouvelles technologies pourraient remplacer les systèmes de gestion de bases de données SQL ou Oracle? Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects en fait, à cette question. Donc, d'une part, je pense qu'en effet, les bases de données dans le cloud, donc des services vraiment SaaS, vont prendre de plus en plus d'importance. Mais après, voilà, ça peut bien sûr rester des bases de données relationnelles de type SQL. Et sinon, je pense que c'est vraiment en fonction des données. Donc, est-ce qu'on a des données structurées ou des données non structurées? Quels sont les volumes également? Et ben, dans le cas de données non structurées, ben, en effet, d'autres technologies ont déjà pris le devant, comme des bases NoSQL, des architectures big data, notamment avec des data lakes, par exemple. Mais pour certains scénarios très enterprise, donc vraiment des données structurées avec des règles de métier strictes, je pense que les bases relationnelles, que ce soit Oracle ou autres, sont pertinentes et le resteront encore. Voilà, sinon, je vois une autre question, donc je vais passer à Jean-Charles. Donc, dans la démo, on a vu passer le terme synapse, Purview, pardon, dans l'interface, mais sans trop d'explications derrière. Donc, Jean-Charles, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer en quelques mots, quelques phrases, de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, Purview, je dirais, c'est un outil qui est assez récent, qui est en preview depuis décembre l'année dernière, et qui normalement devrait être en global availability
ce mois-ci ou le mois prochain. En gros, c'est un service unifié de gouvernance de données qui aide à gérer et à régir toutes vos données, que ce soit locales, multi-cloud, donc même si vous avez des données dans AWS ou Google Cloud ou autre, dans un service SaaS. C'est un outil, je dirais, qui permet d'obtenir une overview à jour. Du coup, ça reste up-to-date de votre infrastructure de données. Il y a une découverte automatique qui se fait de vos données grâce à un agent. Ça permet aussi de classifier automatiquement vos données sensibles, donc toujours dans un but, après, ça serait plus dans un but d'audit, etc. Et ça permet aussi de tracer vos données, donc de bout en bout avec une map, une carte, un lineage de vos données, du début à la fin, par exemple de votre serveur SQL on-prem jusqu'à votre rapport Power BI. Voilà, donc ça reste assez nouveau, assez récent, mais un outil de data governance assez exceptionnel, je dirais, en tout cas pour ce qui se fait actuellement. On a une autre question. Comment se calculent les coûts dans Synapse et quels sont les facteurs à prendre en compte? Donc, Elisabeth, si tu souhaites répondre. Oui, bien sûr, c'est toujours une question, bien sûr, très importante. Donc, comme on l'a vu dans la présentation et la démo, donc Synapse regroupe plusieurs services. Et donc, il y a aussi plusieurs composants à prendre en compte pour les coûts et aussi pour la gestion des coûts. Donc, il y a d'une part le pool SQL que Jean-Charles a montré, où là, les coûts sont calculés en fonction de ce qui s'appelle les Data Warehouse Units, ou DWU, qui sont des facteurs de compute, donc de performance. Donc, forcément, voilà, plus on met de performance et aussi, du coup, de parallélisme derrière, plus ça va coûter. Ensuite, il y a la partie intégration, donc avec les pipelines, où là, les coûts vont dépendre du nombre de pipelines déployés, du temps qu'elles prennent pour s'exécuter et aussi des données qu'elles copient. Enfin, il y a la partie stockage, mais bon, qui reste la partie, je dirais, la moins importante dans les coûts généraux. Donc, la partie data lake, où là, ça va être en fonction du volume de données stockées. Et finalement, pour le Spark Pool, donc il peut être déployé ou non, s'il n'y a pas de requirement de plus de data science, vraiment d'algorithmes de machine learning derrière, on peut très bien avoir Synapse sans cette partie. Et là, donc, les coûts sont en fonction de la taille des nodes. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je voulais simplement vous remercier de nous avoir écoutés et on se tient bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, pardon. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et encore d'intéressantes sessions au LEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup.